Bonjour Emma. Bonjour Salomé. Je sais pas toi, mais moi, l'information de l'été qui m'a interpellée, c'est quand la première ministre Elisabeth Borne a annoncé le 5 août qu'il y avait 100 communes en France qui étaient privées d'eau potable. C'est-à-dire qu'il y a eu des camions-citernes qui ont dû ravitailler ces villes et ces villages, et il y a des Français qui ont ouvert leur robinet à un moment et il n'y avait plus d'eau qui coulait. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le pays ? Alors c'est quelque chose à laquelle on n'est absolument pas prêt, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a un précédent. On a eu une sécheresse très importante en 2005. Alors c'était pas une sécheresse avec des vagues de chaleur, et on a même eu plutôt un été très froid, mais 50 jours consécutifs sans pluie, eh bien, ça a généré le fait que certaines communes se sont retrouvées avec des ruptures d'alimentation en eau potable. Et donc, l'exemple le plus marquant pour moi, c'est vraiment Belle-Île-en-Mer, donc ce milieu insulaire qui a dû être alimenté par bateau pour venir donner de l'eau aux touristes, et ça a coûté 2,8 millions pour 100 000 litres d'eau. Donc, ça pose la question de notre fragilité. Oui, puis surtout que c'est pas des solutions viables sur le long terme. On peut pas alimenter toutes les villes et villages de France par camion-citerne ou par bateau. Surtout qu'on sait que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui va s'intensifier dans les prochaines années avec le réchauffement climatique. Ça fait déjà 4 ou 5 années qu'on voit que les sécheresses s'intensifient. Mais cette année, l'année 2022, elle était particulière, elle était spécifique. Oui, vraiment, cette année, c'est inédit. En fait, d'abord l'ampleur. T'as effectivement plus de 100 communes qui sont coupées d'alimentation en eau potable. On n'a même pas connu ça, même pas 10, même pas 5, si tu veux, en 1976, quand on a eu les sécheresses historiques qui pourtant fait référence. Donc, en fait, on se rend compte que cette année, on a eu des sécheresses partout. D'abord, une sécheresse du ciel. Il n'y a pas eu d'eau de pluie. Et cette eau, elle n'est pas tombée. Y compris en hiver. On pense pas souvent à ça. On pense à la sécheresse. C'est quelque chose qui se passe pendant les canicules, quand il fait très très chaud. Mais là, ce qui était problématique particulièrement, c'est qu'il n'a pas plu cet hiver. Exactement. En fait, de janvier jusqu'à mars, t'as quasiment pas eu une goutte de pluie sur la métropole. Et puis ensuite, on a enchaîné avec le mois de mai le plus chaud jamais enregistré en France. Le mois de juin, on s'est retrouvé avec une vague de chaleur avant même le jour de l'été, donc très précoce. Donc en fait, on a transformé la France en un véritable territoire soumis à un sèche-cheveux permanent. Et donc, toute l'eau s'est massivement évaporée. Et en fait, on n'est pas habitué à ça. Parce qu'il faut comprendre que la France, c'est un pays tempéré. Et donc, on reçoit normalement 512 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Donc, en fait, on n'est juste pas prêt. Là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est sorti d'affaire pour cette année ? Parce qu'on arrive au mois de septembre, il n'a pas encore plu. Est-ce que cette sécheresse peut se prolonger dans les prochains mois, y compris en hiver ? C'est vraiment quelque chose qu'on a vu en 2017. La sécheresse historique qui avait eu lieu cette année avait duré jusqu'au 26 décembre. Et on avait basculé en une semaine sur 3 semaines de précipitations intenses qui avaient généré la crue historique de la Seine à Paris en 2018. Donc, on se rend bien compte que, effectivement, ces hivers ne ressemblent plus aux hivers qu'on a connus, que ce soit sur la période automnale ou derrière. Enfin, vraiment, on est dans quelque chose d'entièrement nouveau. Et par contre, ce qui revient chaque année, c'est cette question du manque d'eau permanent. Donc, on va rentrer là dans une période automnale où on va aller vers sans doute des pluies diluviennes. Mais toutes les zones qui n'auront pas connu ces précipitations, elles vont continuer à vivre cette sécheresse. Et donc, ça peut demain toucher de très grandes agglomérations. Comment on fait ? Est-ce qu'on a assez de camions-citernes pour les alimenter ? C'est des questions qu'on doit se poser. En tout cas, on voit que la problématique du manque d'eau va être centrale. Et pour les gens qui nous écoutent, ils se demandent peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen ou citoyenne, face à cette problématique ? Alors, la première des choses à faire, c'est faire des économies d'eau. Moins on va solliciter la ressource en eau, plus on va la protéger. Donc, on peut effectivement mettre en œuvre des mousseurs sur nos robinets. On peut mettre des réducteurs de débit dans nos douches ou bien dans nos toilettes. En fait, il existe plein de solutions pour économiser de l'eau domestique. Et puis, quand tu as un jardin, c'est aussi intéressant de récupérer de l'eau de pluie parce que, du coup, tu peux continuer à l'arroser ton potager même quand tu es dans cette phase de crise. Donc, ça nous demande, en fait, de penser la question de l'eau en amont de ces crises. Donc on le voit, la question de l'eau, elle va être centrale. Et si on veut pouvoir se prémunir face aux différents phénomènes, il va falloir penser ça à une échelle nationale, à une échelle plus grande aussi, une échelle politique. Oui, mais ça demande aussi d'arrêter de réfléchir en phase de gestion de crise et de réfléchir maintenant en amont. Parce que l'année qu'on vient de vivre, ce sera les années qu'on va retrouver quasiment chaque année. Et donc la question qui va être centrale, c'est celle du choix à qui on donne de l'eau, à qui on n'en donne pas et comment on s'organise collectivement pour gérer cette ressource qui est devenue rare. Exactement.
Et là, on parle de l'eau comme un problème d'eau potable, parce qu'on pense forcément instinctivement à ça, l'eau qui sort du robinet. Mais en réalité, les problématiques de manque d'eau touchent plein d'autres aspects, plein d'autres domaines de la société, comme par exemple la production d'électricité, notamment d'hydroélectricité, donc via les barrages. La France, aujourd'hui, c'est la 3e puissance hydroélectrique d'Europe, derrière la Norvège et la Suède. Ça représente 15% de l'électricité française, 72% de l'énergie renouvelable en France, et on a 447 barrages qui finalement sont menacés aussi par ce manque d'eau. Très clairement, l'image pour moi la plus marquante de cet été, c'est le lac de Serponçon qui actuellement est à moins 15 mètres par rapport à sa cote habituelle. Et en réalité, c'est pas un lac, c'est un barrage qui se cache derrière, qui normalement fournit justement de l'électricité. Et donc, il va falloir faire des choix parce que qu'est-ce qu'on privilégie ? Est-ce qu'on va privilégier les activités touristiques qui ont besoin de cette économie et qui ne vivent que de ça ? Est-ce qu'on privilégie les agriculteurs qui sont situés en bas ou bien est-ce qu'on privilégie cette production électrique qui permet aussi d'alimenter nos climatiseurs dans ces phases de canicule ? Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix très clairs. Surtout que là, on le voit, on est en pleine crise énergétique. L'eau est devenue une denrée rare, mais l'énergie est aussi en train de devenir quelque chose de rare et de précieux, d'autant plus que cette question de la sécheresse et de l'impact que ça a sur les barrages hydroélectriques, ça ne touche pas que la France. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve à l'international, notamment en Chine, par exemple, qui vient de traverser 2 mois d'intense chaleur et qui a aussi des problèmes avec ses propres barrages. C'est ça, en Chine, ça a été vraiment compliqué. 2 mois où on frôle presque les 45 degrés. Ça signifie qu'on a énormément de cours d'eau à sec. Et donc, quand tu regardes à l'échelle de la Chine entière, l'hydroélectricité, c'est seulement 18% de fourniture d'énergie. Mais par contre, dans certaines provinces, tu vas te retrouver jusqu'à 80% d'électricité. Et donc, ça signifie que tu es obligé d'arrêter en fait des usines et donc tu n'as plus le choix et ça veut dire aussi des ruptures d'approvisionnement demain pour nos microprocesseurs et pour nos ordinateurs. Donc c'est une question qui nous touche directement. Il ne faut jamais oublier que la sécheresse d'ailleurs, elle va venir nous impacter ici. Oui, on l'a dit, on ne cessera de le dire dans cette émission 1 degré de conscience. L'eau est un bien précieux qui doit être géré, qui va manquer à toutes les échelles, y compris à l'échelle internationale. Donc, on va devoir faire des choix. Et en France, on va essayer quand même de donner l'eau à ceux qui en ont le plus besoin, notamment pour l'eau potable. Toi, tu m'expliquais qu'il y a des moyens de gérer cette eau, notamment via les barrages, mais des barrages pensés intelligemment. Exactement. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est le barrage qui est situé au niveau de la forêt d'Orient, en Champagne, bien en amont de Paris, qui permet de récupérer énormément d'eau d'hiver et de la relâcher, cette eau, durant la période estivale. Et donc, on se retrouve avec un débit de la Seine qui est encore aujourd'hui présent. Et la Seine ne ressemble pas du tout à la Loire actuellement. Et oui, en fait, ça crée des espèces de réserves d'eau qui fait qu'on ne manque pas en plein été. Exactement. Mais quand ces réserves d'eau, elles sont pensées intelligemment, de manière cohérente, ça devient d'énormes réserves de biodiversité où tu vas avoir plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux, des peuples migrateurs, où tu as derrière des mammifères incroyables, tu as vraiment 17 espèces de poissons. Donc en fait, c'est un système qui marche et en plus qui peut être même une activité touristique locale. Donc on voit qu'on peut repenser le territoire en utilisant le cycle de l'eau, mais à condition de mettre de la conscience dans ce que l'on fait. C'est ça qu'on va essayer de développer justement dans cette émission 1 degré de conscience, où on va parler des différentes problématiques aussi qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, qui sont liées à l'eau également et qui sont aussi liées donc au réchauffement climatique, parce que c'est ça qu'on veut mettre en valeur aussi, c'est ces interdépendances dont on parlera plus longuement donc dans les prochains numéros d'1 degré de conscience, à retrouver en podcast sur le site de France Info tous les samedis. Merci Emma. Merci Salomé.